ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve pour la partie 2 de mes lectures préférées de 2025 parce que j'ai été tellement bavarde que j'ai pas réussi à tout faire en une seule vidéo. Et pour cette vidéo, du coup, je vais me concentrer sur de la romance, de la littérature blanche, un peu de policier et très peu d'imaginaire. Je me suis rendu compte que, alors à moins que j'ai oublié des choses, ce qui est fort possible, je me suis rendu compte qu'il n'y a qu'un livre d'imaginaire que j'ai kiffé dans l'année, j'ai l'impression. Mais c'est le gros kiff. La majorité des livres dont je vais vous parler, je les ai lus en numérique, donc la couverture va apparaître quelque part à côté de moi. Sinon, c'est des livres aussi qu'on m'a prêtés et que j'ai rendus, parce que des fois ça m'arrive que je rende des livres. Ou alors il y a des bouquins aussi dont je me suis débarrassée en boîte à livres. Ce qui ne veut pas dire que je ne les ai pas appréciés. Parce que maintenant, pour moi, s'il y a un livre que je compte pas forcément relire, mais même si je l'ai apprécié, je le mets en boîte à livres. Et puis de toute manière, c'est généralement des livres qui sont assez anciens. Donc si un jour j'y repense et que j'ai envie de le relire, bah, c'est pas bien grave, je l'achèterai en occasion quelque part. Donc c'est parti. Alors j'en ai parlé pas mal dans l'année au niveau de la romance. Il y a la série Kalahari de Johann von Haff. Donc la série Kalahari de Johann von Haff, c'est un préquel qui s'appelle Il était une fois le Kalahari. Et ensuite 4 romans qui sont Promesse du bout du monde, Renaissance, Réconciliation et Un goût de deuxième chance. Ces 5 livres forment un cycle. Parce que le point commun de ces 5 livres qui sera toujours un point commun, fil rouge pour les livres suivants, mais moins présent, c'est le fait que en Afrique australe, un pays qui est enclavé entre l'Afrique du Sud et le Botswana, et n'allez pas regarder sur une map monde, c'est un pays fictif, il n'existe pas. C'est un pays qui a basculé dans la guerre civile quelques années auparavant. Et cette guerre civile a impacté la vie de plusieurs personnages, donc 5 des 6 personnages qu'on va retrouver ensuite dans les romances, parce qu'ils étaient présents en fait au moment des révoltes, et forcément ça a eu un impact sur leur vie. Et le préquel, je trouve que, c'est une novella avec une alternance de points de vue, où on a 2 adolescentes qui sont Abby et Lucky, qui sont des filles de personnes qui font partie du gouvernement de l'Afrique australe, mais qui sont quand même dans l'opposition. Il y a Chandra, qui est un jeune reporter de guerre, la fleur au fusil, tout juste diplômé, qui est en quête de justice. On a Rodrigo, donc c'est Queen, qui je crois qu'il était en train de s'engager dans les Marines, s'il me semble, si je ne me trompe pas. Et on a 2 sœurs aussi qui sont un peu plus âgées que Lucky et Abby. Lucky et Abby ont 13 ans. Et les 2 frangines, Sabrina et Indira, ont 16, 18 ans, un truc comme ça. J'ai pas les chiffres en tête complètement. Et chacun va le vivre différemment. Parce que, je peux vous le dire, parce que si... Ça va être forcément dans les romans par la suite, mais Abby et Lucky vont perdre leurs parents. Chandra va sauver Abby et Lucky, va les emmener en Afrique du Sud avant qu'elles aillent en France et qu'elles seront en fait élevées par la famille de Chandra, le temps qu'elles grandissent, tout simplement parce qu'elles n'ont que 13 ans, et parce qu'il faut les mettre à l'abri. Rodrigo, je me souviens plus très bien, je vous avouerai, c'est Queen. Je sais juste que... Alors, il me semble qu'il vit un petit peu à distance la guerre en Afrique australe parce qu'il n'est plus sur le territoire. Il me semble. Et il me semble aussi que sa famille va se réfugier aussi en Afrique du Sud. Les 2 sœurs, parce qu'il y a Gage aussi, pour les 2 sœurs... Sabrina et Indira, le père des 2 sœurs leur avait dit de ne pas quitter la maison. Sauf qu'Indira, elle a son copain qui est plus ou moins dans les manifs et compagnie. Le gars, il est pas très très clair. Et elle va sortir. Sabrina va la suivre pour éviter qu'il lui arrive quelque chose. Mais Sabrina, en fait, va se faire agresser. Et elle va être blessée gravement. Et
Gage, qui est le copain d'Indira, va lui sauver la peau. Et Rodrigo, du coup, il est un petit peu à distance de tout ça parce il ne les connaît pas, parce que c'est une rencontre qui va se faire au cours de la romance, alors que là, dans la romance, il y a déjà quelques éléments qui se connaissent, mais je vous dis pas qui. Rodrigo, donc, il est un peu à part, et Gage, il sauve donc la vie de Sabrina, et il disparaît. Et donc, on part au niveau des romances ensuite. C'est vraiment des romances que j'ai trop envie de relire, je vous assure. Promesse du bout du monde, on retrouve Abby qui finit ses études, elle doit avoir 22-23 ans par là. Euh, et en fait, elle apprend que comme son pays est en train de signer les accords de paix, et ben une fois qu'elle aura fini ses études, elle va devoir y retourner. Sauf que sur un plan psychologique, c'est juste pas possible qu'elle y retourne. Ça lui colle les angoisses pas possible. Elle est traumatisée. Elle a vécu Elle n'a pas vu de choses, mais elle a entendu des choses très à côté. Et si elle y retourne, en fait, c'est sa santé mentale qui va se fracasser. Elle ne veut pas, c'est pas possible. Et ce qui fait que la famille de Chandra, donc le reporter de guerre qui avait mis à l'abri Abby et sa meilleure amie Lucky, qui étaient toutes les deux adolescentes. Chandra, la famille de Chandra va plus ou moins imposer à Chandra le fait de se marier avec Abby, un mariage blanc, pour de faux. Sauf que le petit problème dans cette histoire-là, c'est qu'Abby, quand elle était adolescente, elle avait un sacré crush sur Chandra. Et que ce crush, il n'est pas vraiment passé. Même si elle est passée un petit peu à autre chose, elle a eu des copains et compagnie. Mais Abby, sur un plan psychologique, c'est quelqu'un qui est très fragile. C'est une africaine blanche. Et elle passe tout à fait pour anglaise ou quelque chose comme ça. Et ça ne la dérange pas du tout qu'on la prenne pour une anglaise. Et pas qu'on la prenne pour une australe-africaine. Et donc ils vont se marier. Je vous en dis pas plus, parce que il me semble que c'était un beau pavé. Moi, je l'ai lu il y a quasiment un an, je pense. Et c'était vraiment une super rencontre, ce bouquin-là. J'ai adoré ces personnages et je pense que Abby, c'est mon personnage féminin préféré. Et je pense que je pense que je suis amoureuse de Chandra, mais j'ai l'impression que je suis un peu amoureuse de tous les hommes de la série Kalahari. Moi, j'ai un cœur grand, j'ai un cœur vaste. Le deuxième roman, c'est Renaissance. Renaissance, c'est sur Lucky et Rodrigo, donc Queen. Lucky, elle a toujours voulu retourner dans son pays pour le reconstruire. Parce que c'est un pays qui a subi 10 ans de guerre civile, donc on va dire qu'au niveau des infrastructures sur place, il y a pas mal de champs de ruines. Et donc Lucky, elle a toujours voulu reconstruire son pays, donc elle a fait des études pour. Elle est devenue ingénieure et une fois que les accords de paix ont été signés et qu'elle a fini ses études, elle repart en Afrique australe. Et sauf que le truc qu'elle n'avait pas capté, ma petite Lucky, c'est que tout le traumatisme de cette guerre civile, parce qu'elle a perdu ses parents, elle aussi, tout ce traumatisme allait lui revenir à la figure. Et c'est quelqu'un qui est indépendante, qui est vulnérable autrement que Abby, parce qu'elles ont été élevées toutes les deux, elles ont toujours vécu toutes les deux. Et le fait de retourner dans son pays, ça la fragilise beaucoup, et elle va en fait... elle va bénéficier du soutien, un soutien très fort de Queen, qui est le chef de la sécurité du complexe immobilier qu'ils sont en train de construire dans le désert, dans le Kalahari. Donc on est sur un espèce de huis clos, mais un huis clos dans un très grand truc, enfin dans un très grand complexe immobilier en construction et dans un très grand désert, donc grand huis clos. Et le truc que j'ai trouvé aussi intéressant dans ce roman-là, c'est qu'on montre que la guerre est finie, certes, mais le danger est toujours là. Et surtout que Lucky, c'était la fille de personnes qui faisaient partie du gouvernement, qui faisaient partie de l'opposition et qui ont été assassinées au moment du basculement dans la guerre civile. Donc autant dire qu'elle a un peu une cible dans le dos. Queen, c'est un ancien marine qui a
qui a constitué autour de lui une société de protection civile avec surtout d'anciens militaires, dont Sabrina, dont je vous ai déjà parlé. Et Quinn, en fait, il a perdu son frère dans la guerre, et il me semble qu'il avait vécu la guerre un petit peu à distance, parce il me semble qu'il s'était engagé chez les marines. Je dis peut-être des bêtises, mais Quinn, on va dire que même si c'est un grand costaud, solide et compagnie, il est quand même, il est quand même vulnérable aussi, mais comme ils le sont tous plus ou moins. Et je trouvais très intéressant aussi la manière dont Joan Van Haff, l'autrice, elle a travaillé le fait que ces vétérans, des vétérans de plusieurs armées, des vétérans de plusieurs guerres, euh, s'occupent d'eux-mêmes justement parce qu'ils ont passage chez la psy obligatoire, etc. Et on voit qu'il y a vraiment du traumatisme chez certains. J'ai oublié le nom, mais il y en a un qui peut péter des plombs assez régulièrement. Mais il se reprend, mais il y en a un qui a un peu une cocotte minute et qui va être dans un prochain cycle, donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Et c'est vraiment une belle histoire. C'est une belle histoire où ils se serrent tous les coudes, mais le côté solidaire était déjà très présent dans Promesse du bout du monde, qui se passait surtout à Paris. Et là, dans Renaissance, il y a vraiment un côté très solidaire aussi. Je trouve que la solidarité, c'est une qualité qui court sur tous les livres. Le livre suivant, c'est Réconciliation. On a Sabrina. Donc Sabrina avait été poignardée pendant la guerre civile. Elle a, Ça a eu des incidences sur sa santé physique, euh, sur, euh, sur son ambition professionnelle parce qu'elle aurait pu en fait être sportive de haut niveau. Mais du coup, ça a cassé cette histoire-là. Et Sabrina, elle tombe amoureuse et surtout, je pense, lui qui tombe amoureux d'elle, parce que Sabrina, c'est une grande panthère indienne. Et Enzo est un Australafricain qui présente très bien, qui a un côté très snob, qui va tomber éperdument amoureux d'elle en la voyant en fait. Poum, le coup de foudre. Mais le coup de foudre des deux côtés. Et Enzo, il a un côté presque un peu rétro dans la manière dont il se comporte avec Sabrina, mais il a un côté qui est super rassurant. Alors, Sabrina, c'est le truc que je trouve assez drôle aussi, c'est la seule fille qui fait partie de la société de sécurité, de protection. Mais ils disent tous que c'est elle la plus dangereuse. Donc, quelque part, elle n'a pas trop besoin de protection, mais quelque part, elle en a besoin aussi. Et je trouvais que c'était une très jolie histoire aussi. Alors, je peux pas vous parler des enjeux parce que malheureusement, ça serait spoilant. Mais disons que Enzo ne va pas le dire tout de suite, mais il y a quelque chose chez lui qui fait que il risque d'être rejeté par Sabrina et par tous les amis de Sabrina. Je vous en dis pas plus. C'est un truc qui relève de la politique. Je vous en dis pas plus. Et le dernier livre que j'ai eu le plaisir de corriger, c'est Un goût de deuxième chance, où on est sur l'histoire entre Indira, donc la sœur aînée de Sabrina, et Gage. Je le dis clairement, Gage était un mercenaire en fait, et je le dis parce qu'en fait, l'autrice avait communiqué là-dessus sur ses réseaux sociaux, et Gage en fait, il a dû partir parce qu'il n'était pas au bon endroit, pas au bon moment, parce que sans doute c'était pas l'idée du siècle non plus de sortir avec une fille de là, parce que Gage il est américain, américano-cubain il me semble, donc mercenaire. Et Gage il a jamais réussi à oublier Indira, et c'était réciproque. Et le petit souci entre guillemets, c'est que Indira, une fois que Gage est parti, Indira était enceinte. Donc elle a dû mener toute seule une grossesse et élever toute seule son fils, à qui il disait que son père il était parti sans laisser de traces et sans laisser son vrai nom. Et c'est vraiment une histoire de deuxième chance où Gage en fait il a jamais vraiment fait les choses pour lui, et là il se dit bon, je commence à avancer en âge, j'arrive pas à me sortir Indira de la tête, je vais retourner en Afrique australe, je vais me faire embaucher dans la société de protection,
Et puis, bah, si je tombe sur elle, tant mieux. Et j'essaye de renouer avec elle. Et sinon, bah, tant pis, quoi. Je continue ma vie. Et bah, il va avoir la surprise, en fait, d'être recruté par Sabrina. Et il va surtout avoir la surprise. Parce que Sabrina, en fait, si elle a quelque chose à le dire, elle va le dire. Brutalement. Mais elle fait pas. Là, je me disais, ouh là là, mais c'est tellement chaud. En fait, elle va juste évaluer qui est Gage pour savoir si elle peut lui faire confiance ou pas, si elle peut lui présenter sa sœur et son neveu ou pas. Et donc il passe un espèce de test en fait, et bah, tout simplement elle l'invite chez elle, et elle le dit un peu brutalement à Indira et à Bada le petit de 13 ans. Il est adorable ce gosse. Et c'est une super belle histoire qui est très doudou. Ça se passe en période de Noël, mais c'est pas des. Euh, la famille d'Indira est musulmane et ne fête pas Noël. Et Gage, en fait, il ne fête pas Noël parce qu'il fête pas Noël. Mais ça se passe à l'époque de Noël. Hémisphère sud, hein, donc il fait chaud. Mais c'est vraiment une histoire qui est très douce. Et j'ai vraiment envie de lire la suite et de lire d'autres livres de Johann von Haff. De toute façon, je crois que je suis citoyenne de l'Afrique australe. Elle me l'a dit. Et bon, ça sera avec grand plaisir que je lirai la suite et d'autres livres de sa plume. Autre plume que je connais, ça c'est un livre que j'ai bêta lu. J'ai fait partie de l'équipe de bêta lecture. C'est A Touch of Blake de Sarah Fay. Sarah Fay, donc c'est ma partenaire depuis 2 ans, je crois. Enfin, je suis la partenaire de Sarah Fay plutôt. Ce qui veut dire que elle m'envoie des services de presse et que je dois parler de ses romans sur mes réseaux sociaux. A Touch of Blake, pour ceux qui connaissent, il y a surtout un personnage qui fait partie de la série des Killing Vipers, qui est une romance avec des bikers, romance contemporaine avec des bikers. Donc on flirte avec un milieu criminel, etc. Et un des personnages principaux de Touch of Blake, faudra que je lui dise de plus faire de titres en anglais parce que je sais pas les prononcer. Un des personnages principaux de A Touch of Blake, c'est Kane Blake, et Sky, sinon. Et Kane, en fait, est le frère d'une des femmes qui est dans les romances des Killing Vipers. Et Blake, Kane, il est surtout un des antagonistes des Killing Vipers dans les 3 premiers romans, il me semble. Donc les Killing Vipers, grosso modo, c'est une série de 5 romans. Il y a une novella qui est entre le 3 et le 4, il me semble. Et il y a 2 novellas préquelles aussi qui sont très cool. Je vous conseille d'aller les voir, et c'est dans l'abonnement Amazon Kindle. A Touch of Blake, de quoi ça cause? Alors, ça cause de menottes et ça cause de pendentifs qui brillent et qui ont des jolies couleurs. Kane Blake, c'est l'héritier d'une famille, enfin d'un empire immobilier. Et Sky, c'est la fille d'une famille concurrente aussi. Kane va tomber éperdument amoureux de Sky, mais Kane, il a un petit problème. Parce que Kane, il a un espèce d'alter ego, on peut le dire comme ça, ce qu'il souffre de troubles dissociatifs de l'identité. Ce qui fait que par moment, Kane, il dissocie. Et que c'est Kipling qui prend les manettes, on va dire, les manettes du corps de Blake, du corps de Kane. Et je pose le livre. C'est un livre qui est très très documenté sur un plan psychologique, psychiatrique, pour les troubles de Kane. Et c'est un personnage, en fait, Kane, c'est un personnage de point de vue. On est dans une romance sombre psychologique, donc avec des thématiques qui peuvent être difficiles, mais qui sont très bien amenées. On se glisse un peu dans la tête de Kane, et c'est pas forcément super agréable d'être dans sa tête, parce que c'est quelqu'un qui va pas très bien, et qui peut faire preuve de violence. Et Sky, elle a également des secrets aussi, et pourtant ces deux-là, qui sont à peu près aussi cassés l'un que l'autre,
vont se rencontrer et tomber amoureux et tout faire l'un pour l'autre. L'arrivée de Sky, en fait, dans la vie de Kane, c'est, je pense, ce dont il avait besoin pour avoir du soutien, parce qu'il n'en a pas. Parce que Kane, il a un père qui ne comprend pas, en fait, ses troubles. Et Kane, s'il n'est pas capable d'être à la tête de l'Empire, après, son père va tout simplement l'écarter. Donc il n'aura rien. Et ce qui fait que c'est un personnage qui est attachant parce qu'il a il doit gérer des enjeux qui sont difficiles, qui sont plus difficiles à gérer pour lui parce qu'il a des troubles psy. Et je le trouve vraiment touchant. Pourtant, c'était un personnage antagoniste des Killing Vipers. Je peux vous assurer que je l'ai haï dans les Killing Vipers. Mais on savait déjà dans les Killing Vipers que quelque chose n'allait pas très bien sur un plan psy, on va dire, mais là, c'est vraiment exploré. Et c'est exploré parce que on est dans sa tête et que c'est de son point de vue. C'est un très beau roman. Honnêtement, c'est un super, super beau roman. Et le relié, je vous mettrai la couverture du relié. Le relié est vraiment très joli aussi. On va passer à une série de 4 livres en littérature blanche. C'est des bouquins que j'avais achetés en occasion et je me suis débarrassée de quasiment tous. Sauf un que je peux pas parce que c'est historique. Alors, on commence par Je suis Jeanne et Buterne de Olivia Elkaïm chez Point. J'avais voulu faire une vidéo sur les muses. Les muses, enfin le rapport des femmes qui inspirent les hommes, plutôt dans la peinture. Et Jeanne et Buterne, c'était la compagne de Amedeo Modigliani. Leur histoire commence avant la Première Guerre mondiale. Modigliani, il voulait s'engager dans la Première Guerre mondiale, sauf qu'il était tuberculeux, il me semble. Enfin, il avait vraiment une santé fragile et il n'avait pas du tout une hygiène de vie par rapport à cette santé. Enfin bref, il avait pas une santé terrible et puis il faisait n'importe quoi en plus, avec des grosses alcoolisations notamment, puis la fête, etc. Et bref, Jeanne Buterne, c'est une jeune fille qui est peut-être un petit peu bourgeoise, qui va se retrouver à fréquenter des artistes qui sont pas forcément super fréquentables. Et c'est une femme aussi qui voulait devenir artiste elle-même et qui va se faire qui va devenir un peu l'ombre de Modigliani, qui est un petit peu en révolte en fait par rapport à ce qu'on attend d'une femme dans les années 10-20. C'est une très belle histoire d'amour, mais je trouve qu'on peut frôler un peu la dark romance. C'est une histoire d'amour vraie. Hein. Non, on frôle pas forcément la dark parce qu'ils sont consentants. Mais c'est pas la relation la plus saine du monde. Parce que Modigliani, il faut réussir à vivre avec. Et il mène vraiment une vie qui les détruit, quelque part. La plume, j'ai le souvenir que c'est une superbe plume. J'ai vraiment adoré la plume. Et je pense que c'est un livre que je ne relirai pas parce que je m'en suis débarrassée, il est parti en boîte à livres parce que ça finit pas très bien. Ça finit très mal parce que Maudit, il est malade et elle peut pas vivre sans lui. Donc je vous laisse là-dessus. Autre roman, c'est La jeune femme à la rose de Jean Joubert à l'école des loisirs. Donc là, on est dans un roman pour enfants. Je pense ça peut être fin de primaire, début collège. On est vraiment sur... alors, je crois avoir vaguement le souvenir que c'était peut-être inspiré d'un artiste ou d'une artiste ou d'un tableau. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que je m'en souviens plus. Mais on est sur un livre qui frôle un petit peu le fantastique aussi parce que on a alors de mémoire, c'est quelqu'un qui est très fan d'un artiste qui va plus ou moins plonger dans son œuvre, dans un de ses tableaux, et rencontrer la jeune femme à la rose. Il y a un petit côté qui pourrait s'inspirer un peu, qui peut faire penser à Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Je vous précise juste en passant, j'aime pas du tout Alice au Pays des Merveilles, je sais pas pourquoi, je trouve ça trop perché.
Mais il y a le côté un petit peu très fantasque, mais vraiment léger. Il y a du fantasque, ça touche le conte, mais c'est léger, quoi. C'est une fois que la personne va passer de l'autre côté du miroir, non, passer de l'autre côté de la toile plutôt. Donc c'était vraiment un très joli bouquin, moi j'ai apprécié. C'est un livre qui se lit très vite, hein, si vous le lisez, et je trouve que pour les adultes ça passe tout à fait, pas de souci. Autre livre qui m'a beaucoup marqué, j'ai un espèce de doute, je suis pas persuadée de l'avoir lu l'année dernière, mais il vaut vraiment le coup d'être renommé. C'est Rescapé de Fiona Kidman chez Point. Donc Fiona Kidman, c'est une autrice néo-zélandaise qui avait bénéficié d'une bourse parce que Rescapé, c'est un livre qui se passe alors au 18 ou 19e siècle, c'était à l'époque de la colonisation de la Nouvelle-Zélande. C'est à l'époque aussi où il y avait des comptoirs, des espèces de... Il me semble que ça s'appelle comptoir, où il y avait le commerce de la baleine, donc la pêche à la baleine, et sur place, en fait, sur les terres, ils dépiotaient la baleine pour la transformer. Et on était aussi sur une période où, entre les colons d'origine anglaise, donc il y avait deux types de colons anglais, c'était soit, on va dire, les nobles ou les bourgeois qui avaient de l'argent, soit c'était le peuple. Et le peuple, c'était souvent des gens qui étaient déportés d'Angleterre parce que c'était des pauvres de là-bas qui crevaient la dalle et qui avaient volé quelque chose, peut-être même des tueurs, et qui étaient déportés en fait en Nouvelle-Zélande ou en Australie parce qu'il y avait besoin de bras là-bas et il y avait surtout besoin de blancs là-bas. Donc c'est très particulier. Et les relations du coup entre ces colons et les natifs de là-bas, c'était pas trop ça non plus. Parce qu'il y a certaines tribus tout simplement qui étaient en révolte et qui ne voulaient pas en fait de la présence des colons à raison. Et Rescapé, c'est l'histoire de l'épouse d'un... Je crois que c'est le capitaine d'un bateau euh, qui, euh, qui s'occupe de la chasse à la baleine et qui transforme et compagnie, donc, enfin, il transforme les baleines. C'est un commerce très lucratif. Et cette jeune fille-là, donc elle va tomber amoureuse de ce gars-là. Elle se marie, elle est jeune, je crois qu'elle se marie, elle a 14-15 ans, un truc comme ça. 18-19e siècle, hein, je précise. Et, et en fait, à un moment, le comptoir, enfin l'espèce de port là où ils transforment les baleines, va être attaqué par des natifs. Et elle et un de ses enfants, je crois, sont enlevés. Donc ils vont aller vivre dans les tribus, dans les villages. Ils vont aller vivre dans les villages. Et quand elle est libérée et qu'elle revient chez elle, elle subit en fait des tas de rumeurs parce qu'elle est partie un an. Donc, est-ce qu'elle a été fidèle à son mari? Est-ce que c'était possible qu'elle soit fidèle à son mari? Elle n'était pas non plus en danger absolu tout le temps, mais on va dire on est un petit peu sur le mythe du blanc qui sent sauvage, ça se disait à l'époque, parce qu'il adopte des coutumes de natifs. Je sais que c'est un terme qui s'utilisait pour les Canadiens et leur rapport avec les natifs canadiens ou natifs américains. Et c'est basé sur une histoire vraie. Ça a été très documenté par l'autrice. Il y a des notes en fin de livre qui sont super intéressantes. Et je trouve que c'est quelque chose qu'à titre personnel, j'ai vraiment aimé parce que je connais pas bien l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Après, je me doute un petit peu de comment ça peut se passer au niveau colonisation. Et c'est vraiment une thématique que j'aime beaucoup, moi, la colonisation, que j'aime beaucoup lire là-dessus, parce que je trouve ça intéressant. Enfin, moi, l'histoire, ça m'a toujours porté, même si j'en ai jamais vraiment fait. Mais c'est un roman que je vous conseille. Je pense que vous pouvez le trouver surtout, comme les autres de littérature blanche, en occasion. Je suis pas sûre qu'il y ait eu des ressorties. Quoique Je suis Jeanne Buterne est assez récent. Vieux machin que j'ai trouvé en boîte à livres. Le silence de la mer, Vercors. Alors, lui, je pense que je ne vais pas le lâcher. C'est un livre... Cette édition-là est ancienne, elle doit dater des années 80, 75-80.
C'est un livre qui a été publié par Vercors, qui est le nom d'un, c'est le pseudo d'un juif, un des fondateurs des éditions de Minuit. Les éditions de Minuit ont été créées par des gens qui résistaient à l'occupation allemande donc pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, c'est la première édition, il me semble, le premier livre qui a été publié dans les éditions de Minuit. Pourquoi édition de Minuit? Parce que c'était évidemment sous le manteau. Ça se faisait de manière très discrète et Le Silence de la mer, qui est une des grosses nouvelles qui fait partie de ce recueil de nouvelles, ça va parler justement d'un officier allemand de la Wehrmacht, donc pas Gestapo, c'est Wehrmacht, l'armée régulière allemande, qui réquisitionne une ferme dans laquelle vit un paysan qui est âgé et sa nièce qui est très jeune. Ça va parler donc de cette cohabitation qui est pas franchement réjouissante du côté des Français. Et le truc que je trouvais assez touchant, c'est qu'on a un officier allemand qui est un passionné de la culture française, qui essaye en fait de lier connaissance, peut-être amitié, avec le vieil homme et sa nièce, qui lui opposent que du silence. Et à un moment, cet officier va apprendre, en fait, en allant à Paris, parce que eux, ils vivent dans le sud de la France, il me semble, et il va faire un truc à Paris, il côtoie des gens de la Gestapo, et il va comprendre, en fait, que la guerre, que les raisons de l'occupation et de l'entrée en guerre de l'Allemagne ne sont pas bonnes. Donc il apprend pour les camps, il apprend que ce que veut le régime d'Hitler, c'était balayer la culture, écraser en fait, annihiler la culture de tout le monde. Ça lui est insupportable et il a demandé à être muté, à partir au front parce qu'en gros, il ne veut plus se battre pour cette armée parce que c'est des valeurs qu'il n'a pas et lui, ce qu'il veut faire en fait, c'est mourir à la guerre. C'est beaucoup de nouvelles qui vont tourner autour de la guerre, donc c'est pas forcément le truc le plus réjouissant au monde à lire. Il y a Désespoir et mort, donc là on était bien sur la guerre, je me souviens. Il y a Ce jour-là, Le songe, L'impuissance, Le cheval et la mort, L'imprimerie de Verdun et La marche à l'étoile. Donc ça va parler des juifs aussi, des juifs qui peuvent être cachés pour certains, pas pour d'autres. Donc c'est triste, je peux pas vous dire mieux. En policier, en tout début d'année, l'année dernière, donc je pense au mois de janvier, j'avais lu la série de Greg Brandt de Carl Pinault. À l'époque, il y en avait, si je compte bien, il y avait 4 livres. Il y a la série sur Greg Brandt. Nous avons Greg Brandt qui est dans les années 70. Il me semble que l'Arménien, c'est dans les années 80. Le Sicilien, c'est dans les années 90. Le Nantais, c'est peut-être bien les années 2000. Et Nuit nantaise, Les Noces rouges, qui vient de sortir, c'est les années 2010. Greg Brandt, c'est un personnage qui est intéressant. Donc, c'est un policier qui vient de région parisienne et qui emménage à Nantes et qui va faire toute sa carrière à Nantes, à Waldeck. Greg Brandt, je crois que c'était mon préféré, donc c'est un bouquin que l'auteur m'a dédicacé d'ailleurs. Sur le chemin du Nantais, belle lecture, amitié pour Nora. Et j'ai lu, comme je suis un peu con parce que je les ai empruntés à mon beau-père, j'ai lu en fait le livre où Greg Brandt il commence sa carrière de policier et j'ai lu le Nantais où il termine, il est à la retraite. Mais en gros, il y a 2 bouquins au milieu et il y en a un après mais qui vient juste de sortir. Mais c'est pas gênant du tout. Je vais juste vous parler de l'univers parce que je me souviendrai plus trop de qu'est-ce qui se passe dans quel bouquin. Dans les années 70, Greg Brandt est un jeune policier qui a été formé sans doute à Paris et qui vient emménager. Parce que je crois qu'il quitte Paris parce que peut-être que je crois bien que son père était policier et Greg en fait il a envie de construire sa carrière un petit peu en dehors de l'ombre de son père, ce qui fait qu'il va partir à Nantes. Et il est un petit peu idéaliste et compagnie, donc ça peut se friter avec des policiers qui sont plus anciens.
Et ça parle aussi du milieu nantais. Le milieu nantais, on est un peu vraiment le milieu criminel nantais qui régissait les affaires criminelles, criminelles du coin. On est vraiment dans une plongée dans les années 70. Nantes, janvier 1976. Un braquage particulièrement sanglant met la ville en émoi. Greg Brandt, jeune inspecteur affecté à la sûreté urbaine, s'intègre au groupe chargé de retrouver les malfaiteurs. Caïd du milieu, apprenti dealer, ancien de l'OAS et du SAC. Alors l'OAS, il me semble que c'était un truc lié à l'Algérie. Entraîneuse en mini-jupe et cuissarde, bourgeois amateur de bonne chair, docker du quai de la Fosse. C'est le quai de la Fosse, anciennement, c'est où il y avait des prostituées et des maisons closes. Syndicalistes endurcis et policiers parfois borderline sont les héros de cette formidable virée dans les années 70. On fume et on boit en parfaite insouciance, on roule en 4L, R16 ou 304 sans ceinture de sécurité, on rentre chez soi le soir sans crainte, la brigade des stupes n'existe pas encore et Valéry Giscard d'Estaing est président. Nostalgie quand tu nous tiens. Bon, moi c'est pas tellement nostalgie, parce que moi je suis QV 82, donc j'étais pas née. Mais pour un lecteur d'aujourd'hui qui est jeune, on va dire ceux qui sont nés dans les années 2000, vous allez être forcément dépaysés parce que là, tout le monde fume absolument partout. Les policiers, ils ont un bar en fait au commissariat qu'ils fréquentent assidûment. Pour faire du renseignement et pour avoir une présence, ils vont fréquenter en fait les bars que fréquentent également les criminels, pour dire qu'ils sont là, quoi. Et je me souviens plus exactement de l'histoire parce que ça remonte un petit peu et que j'ai lu en fait. J'ai lu Greg Brandt, j'ai lu, comme je vous disais, Le Nantais, où c'est lui qui est à la retraite. J'ai lu aussi Pour quelques millions. Et ce qui fait que je risque de mélanger un petit peu. Mais c'est déjà l'expérience de lire dans un livre qui se passe plus ou moins dans les endroits où je vis, c'est assez intéressant. C'est intéressant aussi de voir un peu l'évolution de la société. Bon, là, il y avait 40 ans de différence parce que 70 et je crois que c'est 2010, le Nantais. Enfin, le Nantais, il est à la retraite, Greg Brandt. Et ce sont des livres qui sont vraiment très documentés parce que ça a été relu par des juges et par des policiers, il me semble bien, des juges du coin, policiers du coin. J'en dis pas plus. Mais c'est vraiment des livres à découvrir. C'est soit en poche aux éditions Palémon, soit en grand format aux éditions La Joigny. Donc je vous incite très fort à aller voir ce qu'ils font. Et ensuite, le seul livre d'imaginaire qui m'a marqué au point que je ne l'oublie pas, parce que je viens juste de finir de le lire en fait, c'est Gagner la guerre de Jean-Philippe Javorski. C'est un livre dont je vais parler assez brièvement parce que c'est un audio-livre que j'ai écouté sur plusieurs mois, parce qu'il fait 45 heures, et parce que j'étais en formation d'octobre à décembre, donc j'ai pas pu y consacrer autant de temps que je le voudrais. Gagner la guerre c'est un roman qui fait partie d'un cycle qui s'appelle Le Vieux Royaume. Il y a Janois Vera, qui est un recueil de nouvelles, Gagner la guerre, qui est un roman, Le Sentiment du fer, qui est un recueil de nouvelles, et ensuite 3 romans sur le chevalier aux épines, qui sont Le Tournoi des Preux, Le Conte de l'assassin et Le Débat des dames. Je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente que je ferai sûrement 2 vidéos sur le cycle du Vieux Royaume, une fois que j'aurai fini en fait de lire, d'écouter tous ces audiolivres, parce que j'ai tout pris en audiolivre. Si vous n'avez pas tant que ça l'habitude que ça d'écouter des audiolivres, je vous conseille plutôt de les lire en papier ou en numérique, parce que c'est un univers qui est complexe, parce qu'il est très étendu, parce qu'il y a plein de personnages, plein de complots politiques, etc. Et je trouve qu'à l'oreille, en fait, c'est pas facile. Mais de quoi ça cause? Donc, cet univers-là, l'univers du Vieux Royaume, on est dans un univers de fantaisie. Au début, on a l'impression, un petit peu comme dans le premier tome du Trône de Fer,
que il y a de la magie, mais elle est un peu lointaine, ou elle est un peu passée, on en entend un petit peu parler, pas plus que ça. En fait, la magie est présente. Il y a des créatures qui sont présentes aussi. On peut parler de gnomes, on peut parler de nains, on peut parler d'elfes, il y a des sorcières, il y a des nécromants, il y a des genres de zombies aussi. Gagner la guerre, on va suivre en fait le point de vue de Benvenuto de Gesufale, qui est le tueur, un des tueurs, un des hommes de main, du Podesta. Le Podesta, c'est un homme politique de très haute volée qui officie à, je crois que c'est Ciudalia, le nom de la ville. Ça fait penser un petit peu au comptoir, si vous vous souvenez, les comptoirs au Moyen-Âge en Italie, où en gros il y avait des comptoirs commerciaux qui étaient un petit peu des cités-États. On est un petit peu dans cette idée-là. Et je trouve que sur le ton, c'est une œuvre qui peut faire penser au Trône de Fer parce que on est sur des personnages qui sont moraligrés, très foncés. Il y a les gens qui sont gentils et que vous avez tendance à un petit peu apprécier, ils ont un petit peu tendance à crever. Et le narrateur, en gros, c'est une immonde enflure. Euh, c'est... Enfin, disons que le narrateur, Benvenuto, il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal, mais il le fait quand même. Et il assume complètement le truc. Il en a absolument rien à fiche. Par contre, il a des capacités de survie de fou. Je pense il survivrait à une apocalypse nucléaire. Mais donc, on va avoir des scènes qui sont graphiques. Je pense, si vous le lisez, il y a des scènes de dentisterie. On est fin de Moyen Âge, dentiste. Je souffre déjà rien que d'y repenser. Il y a des scènes de description de blessures et de soins derrière qui vont un peu vous crisper aussi. Il y a des scènes qui vont décrire, bon, pas non plus en long, en large et en travers, mais il y a au minimum des mentions de violence S, ce qui fait que je sais qu'il y a une partie du lectorat qui abandonne ce livre-là parce que c'est chaud, quoi, c'est dur à entendre. Moi, après, je suis fan je suis vraiment fan, en fait, de cet univers-là. Et c'est extrêmement bien écrit. Le style est super fouillé. Ça peut être un peu complexe, je pense, pour un lecteur qui... Soit un petit lecteur ou quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de la fantasy, ou quelqu'un que en fait le niveau de vocabulaire ou les tournures de phrases qui sont un peu complexes peut rebuter. Clairement, on ne lit pas ça au collège, sans doute pas au lycée non plus. Enfin, plus on se rapproche du bac, plus on est bien. Mais c'est un enfin, c'est extrêmement bien écrit. Les personnages sont très bien caractérisés. Les descriptions de magie et compagnie, parce que la magie, il y en a, mais Benvenuto, il aime pas ça, donc il l'évite. C'est pour ça qu'on ne la voit pas beaucoup. C'est à cause de Benvenuto. De toute façon, tout est de la faute de Benvenuto. Et les descriptions de magie, en fait, ça va pas être de la magie licorne avec des baguettes magiques et puis des arcs-en-ciel. On est sur de la magie qui manipule la mort et sur des trucs un peu dégueux. Ça va pas être dégueu type film de zombie ou type slasher movie. On est sur du... Ça va un petit peu en fait venir nous chatouiller aux endroits où il faut pas. Du genre, on ne touche pas aux morts, par exemple. Et ben là, si. Je parle pas de nécrophilie, hein. Oh mon Dieu, mais comment je résume mal. Mais bref, c'est un univers que j'aime beaucoup, où je n'y passerai pas les vacances. Je suis en train de finir d'écouter Janua Vera et j'écouterai ensuite Le Sentiment du Fer et je pense que courant février voire mars, il y aura une première vidéo sur ce cycle-là et je ferai après le cycle des Chevaliers aux épines. Mais ça sera des vidéos que je vais préparer parce que à lire à l'audio, je retiens moins bien qu'à lire à l'écrit. Ce qui fait que j'irai vraiment travailler les trucs aussi
en allant voir les wikis par exemple, et je pense que je les relirai avec mes yeux un de ces quatre. Après, le narrateur est exceptionnel, il est vraiment très très bon, et ouais, j'ai vraiment aimé, mais si tout ce qui est violence, ça vous met mal, lisez pas ça. Donc c'était la deuxième partie de mes lectures marquantes de 2025 et la dernière partie justement. Parce que, alors mon objectif pour l'année prochaine, je vous l'avais déjà dit sur la vidéo du 1er janvier, c'est de lire plus. Là j'aurai pas ou peu de comités de lecture. Et mon activité professionnelle de correctrice ou bêta-lectrice fait que je vais lire des manuscrits, mais je vais en lire moins que l'année dernière dans le cadre des comités de lecture, ce qui fait que je vais avoir beaucoup plus de temps pour lire en loisir, on va dire, et alimenter la chaîne. Et j'ai vraiment envie de me remettre à lire de l'imaginaire parce que ça me manque en fait. Et voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très bon mercredi. À samedi pour une nouvelle des Dimensions Fantastiques, je ne sais pas encore laquelle. Sachant que quand il y a des nouvelles qui me plaisent moyen ou que je ne peux pas lire sur la chaîne parce que pour des questions de droit, je vous en parle un petit peu sur Instagram comme je l'avais fait pour Bisclavré de Marie de France. Je vous en parle pas maintenant. Mais Bisclavré de Marie de France, très rapidement, c'était un lait. Heureusement que j'ai dit que j'en parlais pas. C'était un lait, donc c'est une histoire en vers. C'est un poème qui parle d'un des premiers loups-garous médiéval français. Breton même, je crois bien. Et j'ai trouvé ça intéressant, sans que ce soit non plus la kiffitude absolue, mais c'était sympa à lire. Et je vous mettrai en lien si vous voulez voir, j'ai fait un petit post sur Insta. Très bonne journée à vous, à samedi pour les Dimensions Fantastiques, à dimanche pour la suite de Shirley, où on se rapproche de la fin du premier tome, donc on se rapproche de la première moitié, et à mercredi prochain, je ne sais pas encore pour quelle vidéo. Salut!